Calafate, après donc le Perito Moreno. Donc Calafate et Perito, ça fait aller-retour 150 km à peu près. Et maintenant j'ai à peu près 300 km pour rejoindre l'océan. Je vais traverser le sud de l'Argentine d'ouest en est. J'ai trouvé un établissement digne de ce nom, avec de bons gars. Donc mon problème, c'est que j'ai plus de pneus pour finir mon parcours américain. Donc je vais changer la roue. Regarde son état. Ça c'est la roue arrière de la moto. Celle-là, cette gomme, je vais la mettre en pneu de secours. La gomme de la roue du side, je vais la mettre à l'arrière. Et la roue de secours à la place du side. Ici. Voilà, on va bosser. Allez, petite réflexion à 2 balles. Vous saviez que sur le 437, il n'y a pas de sens de marche pour le pneu. Il n'y a aucune flèche sur le 437. Donc on peut le mettre dans les deux sens. Tandis que le K28, il a un sens de marche. Ici. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Alors sur le côté droit de mon réservoir, j'ai perdu le L de Ural. Le L qui était en noir. Et le patron, bah, il est en train de m'en fabriquer un.
Voilà, avec un autocollant épais, il va me remplacer le L. Ça, c'est sympa. Bon, il faut que je vous avoue que j'ai longuement hésité à ne pas remettre un L, mais à mettre un J devant lui pour faire Jura. Voilà, mais bon, il a été plus rapide que moi. Bon, il faut quand même que je signale que c'est la première fois qu'on me change les roues en me nettoyant et en m'enlevant le sable et la terre qu'il y a sur les roues. Voilà, on voit tout de suite les professionnels. Parce que les Gomeria à 2 francs, ils font pas ça. Hein. Ils font que changer le pneu. Gracias, señor. Parce qu'il y en avait de la merde. On me nettoie même les vis qui sont un peu rouillées. Bon, j'espère que j'arriverai à faire 2500 km avec ça. Et puis à la roue du side, ben, j'ai mis la roue de secours qui est le K28 déjà lisse. Là. Voilà. Et celui-là qui est mort, ben, je l'ai mis en roue de secours. Le vent et le terrain défoncé, et ça pendant 90 km. Là ça va être chaud, hein. Et puis il faut pas avoir de problème parce que alors il n'y a rien du tout, il y a rien du tout dans les parages pendant 80 km. Voilà. Voilà, chemin de terre très dur avec de la caillasse. Chemin de terre très dur avec de la caillasse, ça bastonne, donc je suis obligé d'être à 70-80 pour ne pas subir. Ça va être long. Des belles bêtes, hein. Sacré chemin. Et ouais, je fais un tel boucan. Alors les beaux, ça coule douce? Au sud de l'Argentine, les gauchos ils se font pas chier, ils ont laissé les chevaux et ils sont en mobilette moto.
que je vois des pingouins en liberté. Et il y en a pas mal, hein. Ils ont leur nid sous les arbres, enfin sous les arbustes. Hop les chouquinettes, hein. Coucou. Coucou. Ah non. Oui. Milieu de la Mata Verde. Donc la Mata Verde, c'est les touffes d'herbe que vous voyez là, enfin ces sortes de buissons qui ressemblent à du thym. Et il y a un chemin délimité, c'est un parcours, et le long de ce parcours il y a des centaines de pingouins qui dorment au pied des buissons, comme lui là. C'est mignon toi. Un gamin. C'est chouette. Et ça crie, on les entend. Ah, je suis au bout le plus bas qu'on peut aller au sud-ouest du continent américain. On peut aller plus bas, mais après c'est l'île où il y a Ushuaia. Les îles. Mais là, je suis au plus bas du continent et je vais aller voir le phare qui délimite cette pointe vraiment extrême au sud-est du continent. Ah, et dire que je suis plus bas que la Nouvelle-Zélande, plus bas que l'Australie, plus bas que l'Afrique du Sud, et je vais l'être encore plus quand on va descendre plus au sud. Oh, regarde, regarde, un champ de pingouins. Tout au sud, donc la route qu'on voit là, c'est au Chili. Il y a des barbelés.
Celle-là, bah, elle amène à une entreprise, puis après il n'y a plus rien. Alors le phare qui est là-bas, on ne peut pas y accéder depuis l'Argentine, il faut passer côté chilien. Bon, on va retourner à mon estancia pour la nuit. Il paraît qu'ils ont préparé un risotto. Et ils ont du vin rouge. Allez, on y go. J'ai été invité dans la dernière estancia du sud-ouest du continent pour assister à la coupe ou au rasage de la laine des moutons. Alors voilà, donc ils ont regroupé tous ces moutons là. Ils sont tous un peu effrayés, ils ont plus ou moins 1 an. Voilà, les petits moutons. Ouais, t'es beau toi. Alors ils attendent sagement qu'on les prenne pour les raser. On va assister à la coupe maintenant. Voilà, on prend le mouton. Alors on retire plus ou moins 4 kg de laine. Et il faut savoir que la laine, il y a du gras de l'animal, plus de la terre et des saletés. Alors une fois que tout a été coupé en quasiment un seul morceau, la laine est étalée. Elle est étalée sur une table et les ouvriers enlèvent sur les bords les saletés à la main. Ensuite, la laine est triée par qualité et elle est disposée dans ces bacs. Voilà. Voilà, elle est disposée dans ces bacs de la meilleure qualité à la moins bonne. Alors normalement, il y a un expert. Il porte une boina rouge, mais je le vois pas là. Il y a un expert qui est le seul habilité à classer la qualité. Alors il faut savoir que la laine ici, donc ils essayent d'avoir les meilleurs moutons pour la laine et la viande. Donc ils font des mélanges pour obtenir cette qualité. Une fois, donc ici, on vend seulement la laine sale, si on peut dire. Et elle sera vendue à une entreprise qui va la nettoyer. Et entre la qualité d'origine et la qualité finale, on perd à peu près 25-30% de poids. Et ensuite, la laine est lavée. Et une fois qu'elle est lavée, elle est vendue aux entreprises de textile pour faire, selon la qualité, des habits, des ponchos ou autres. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est les ballots finaux, prêts à la vente. Alors cette estancia, elle a à peu près 9000 têtes.
Et les 9000 têtes donnent par année 35 tonnes de laine. Et c'est vendu, alors tout dépend des saisons et de la qualité, mais c'est vendu entre 3 et 6 $ le kilo. Donc une fois tondu, en une seule pièce, les lots sont amenés ici. Et le monsieur à la boina rouge est l'expert qui va définir la qualité. C'est bien así, hein. Es la resistencia. Sí, resistencia. Tienen que ser lana firmes. Más resistencia, más calidad es. Claro, sí. Oh. Bon, alors, plus c'est résistant, plus la qualité est bonne. Voilà, donc c'est vraiment marrant, hein, ces fils là. C'est très doux, hein, et c'est un peu gras. Voilà, après le gaucho de vache, le gaucho de mouton. Mais... Alors une fois rasés, par ce trou, ils sont envoyés dans ce corral. Et comme ils ont 1 an, ils n'ont pas l'habitude encore de se faire raser. Donc ils le mettent là un petit moment pour qu'ils puissent s'acclimater, parce que dehors il fait quand même 0,5 degrés. Et ils s'habituent sous cette protection, à l'abri du vent. Hein les gamins? Alors? Il est passé où le manteau? Voilà, et une fois par année, les bêtes sont amenées ici par les gauchos, hein. Alors, ils sont en moto les gauchos ici, ils sont pas à cheval. Et ils sont amenés ici pour être traités, donc vaccinés. Voilà, c'est une sorte de corral. Les animaux sont bloqués ici pour être vaccinés. Et après, ils retournent là-bas. C'est pas si loin du monde des vaches. Voilà, ils sont libérés. Ils sont comptés. Tiene miedo. Ah, ils sont tous libérés. Se necesita un perro. ¿Sabes? Los perros negro y blanco que trabaja con... ¿No? Voilà. De là, ça se resserre. Alors voilà, on prépare les aiguilles, les seringues pour la vaccination. Voilà, ils sont vaccinés. Et ils sont marqués aussi. ¿Por qué esta marca? ¿Es la marca de la estación, de la estancia? Es para identificar que están vacunadas. Ok.
Cada edad de animal va con un color. Ah, Verde, ok. azul, Un agneau? amarillo. Es un agneau? Ah, ok. Alors, il les marque ici en vert, c'est pour reconnaître l'âge de l'animal. Et le vert ici, c'est 1 an. Voilà. Une petite tache verte. J'adore. Vacciné, marqué. Alors, t'es content? T'as perdu ton manteau? Ouais. Et voilà, tondu, vacciné, marqué. C'était une journée assez difficile pour ces bêtes. Mais maintenant c'est dehors et ils vont se les cailler, hein, parce qu'ils ont perdu leur manteau. Ah, les temps ont changé, hein. Les gauchos ont changé leurs chevaux avec les motos. On s'embête pas ici. Alors le troupeau est protégé par un patou. Il n'y a pas que les bérets qui ont été importés en Argentine. Il y a aussi les chiens de berger. C'est la première fois que je vois un putois. Bon, c'est pas tout d'aller voir les moutons se faire tondre. Alors mon problème avec toutes ces vibrations, et parce que j'étais tombé sur le côté à l'époque et ça m'avait tordu une des barres de support du nez de cochon, il y a tout qui vibre maintenant. Regarde. Alors il y a ça qui descend, j'ai beau serrer, ça descend quand même avec les vibrations, et le problème c'est que les attaches, elles sortent. Tu vois là, ça sort des deux côtés. Donc je vais refixer tout ça. Mais bon, faut dire que la route, elle tabasse pas mal. Allez, on remet tout ça en état. Salut les gones. Bon, je suis toujours en Argentine, tout au sud et à l'est, au sud-est de l'Argentine, donc tout en bas du continent, à l'Estancia Monte Dinero. Et ben il n'y a pas de chemin pour passer au Chili. Là je suis vraiment à quelques mètres de la frontière chilienne, mais il n'y a pas de chemin. Donc je dois remonter vers le nord par ce même camino de terre jusqu'à Rio Gallegos, là où je vais pouvoir faire de l'essence. Et je redescends vers le sud, mais sur la route numéro 3 qui va m'amener au Chili. Et ensuite, je vais prendre un bac ou un ferry pour passer sur l'île de Terre de Feu au Chili. Et ensuite, ben, je retournerai toujours en allant sur le sud dans la partie argentine où il y a Ushuaia. On croise les doigts. Allez, on va se refaire ce chemin qui vibre de malheur une deuxième fois. Il y a le deuxième qui s'est barré maintenant. Voilà. Le premier et le deuxième.